Une explosion retentit dans la plaine de Koursk, une région frontalière entre la Russie et l'Ukraine où les combats ne s'arrêtent jamais. Un drone ukrainien vient de frapper une unité de soldats nord-coréens envoyés par Kim Jong-un pour se battre aux côtés de la Russie. Leurs uniformes kakis sont déchiquetés par l'impact, leurs corps tombent sur le sol durci par le froid d'avril 2025. Ce n'est pas une rumeur. Kim l'a confirmé via l'agence officielle KCNA, Poutine l'a salué dans une allocution publique et les images de soldats nord-coréens morts ou capturés circulent sur Telegram. Pourquoi la Corée du Nord, un pays isolé à l'autre bout du monde, s'est-elle jetée dans cette guerre brutale? Qu'est-ce que Kim gagne à envoyer ses hommes dans cet enfer? Et surtout, cette alliance entre Moscou et Pyongyang pourrait-elle transformer un conflit régional en une crise mondiale? On va plonger dans cette histoire tout de suite pour comprendre ce qui se passe à Koursk, pourquoi c'est crucial et ce que ça signifie pour l'avenir du monde. Koursk est au cœur de la guerre. Cette région, à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, est un champ de bataille où chaque village, chaque route est disputée avec une violence extrême. En août 2024, l'Ukraine a lancé une offensive surprise, traversant la frontière, capturant des villages et détruisant des bases russes. Pour Vladimir Poutine, c'était une humiliation publique. Koursk n'est pas juste une région, c'est un symbole de la puissance russe, une ligne rouge qu'il doit défendre à tout prix. Mais après 3 ans de guerre, l'armée russe est à bout, ses soldats sont épuisés, beaucoup désertent ou se rendent. Ses chars, ciblés par des drones ukrainiens, sont réduits en cendres. Ces officiers luttent pour coordonner des assauts cohérents. À Pokrovsk, une ville stratégique à l'est de l'Ukraine, les Russes ont perdu 200 hommes, 100 motos et des dizaines de blindés en un seul assaut le 17 avril 2025, repoussés par la 14e brigade ukrainienne. Poutine avait besoin d'un allié et il l'a trouvé à Pyongyang. En octobre 2024, entre 10 000 et 14 000 soldats nord-coréens arrivent en Russie. Ce ne sont pas des recrues ordinaires. La plupart viennent du corps de reconnaissance, une unité d'élite entraînée pour des missions dures, conditionnée à obéir sans poser de questions. Ils apportent un arsenal, des millions d'obus d'artillerie, des milliers de roquettes et 140 missiles balistiques KN-23 capables de frapper Kyiv à 450 km. Leur mission à Koursk est claire, renforcer les lignes russes, attaquer les positions ukrainiennes et permettre à Moscou de reprendre le contrôle. Mais Koursk n'est pas un terrain d'entraînement à Pyongyang, c'est un piège mortel. Et les soldats nord-coréens vont payer un prix terrible. L'Ukraine, après 3 ans de conflit, a perfectionné l'art de la guerre. Ces drones FPV, petits et précis, survolent les champs de Koursk, frappant les cibles à des kilomètres. Ces snipers, embusqués dans les ruines, abattent les officiers ennemis. Ces batteries d'artillerie ajustent leurs tirs en temps réel grâce à des satellites et des logiciels avancés. Les Nord-Coréens, équipés de fusils datant des années 70 et de tactiques non figées, ne sont pas prêts. Les rapports ukrainiens sont implacables. Entre octobre 2024 et avril 2025, environ 4000 soldats nord-coréens ont été tués ou blessés. Une vidéo publiée par la 66e brigade mécanisée en mars 2025 montre un assaut nord-coréen sur une colline fortifiée. Les soldats avancent en formation serrée, mais un drone ukrainien les repère. L'explosion est massive, les survivants s'éparpillent et un second drone les élimine. Ces images, diffusées sur Telegram, envoient un message « L'aide de Kim Jong-un ne suffira pas à changer la guerre. Les conditions des soldats nord-coréens à Koursk sont infernales. La plupart sont jeunes, âgés de 20 à 25 ans, issus de villages reculés où la faim est une réalité quotidienne. Ils ont grandi dans un pays où la propagande glorifie Kim comme un dieu, où désobéir signifie la mort, non seulement pour eux, mais pour leur famille. À Koursk, ils dorment dans des tentes glaciales, mangent des rations de pain rassis et de soupe claire et marchent des heures avec des bottes usées. Leurs officiers, fanatiques, les poussent à attaquer sans préparation. Un prisonnier nord-coréen, capturé en janvier 2025, a raconté comment son unité a reçu l'ordre de charger une position ukrainienne sans armes lourdes. Ils étaient des Juapa, destinés à attirer les drones pour que les Russes puissent avancer. Beaucoup n'ont pas survécu à la première heure. Ce prisonnier, un sergent de 24 ans, a décrit la peur constante. Peur des drones, peur des officiers, peur que sa famille à Pyongyang soit punie s'il était capturé. Un autre prisonnier, interrogé en février 2025, a donné des détails bouleversants. Il venait d'un village près de Chongjin où il travaillait dans une ferme collective avant d'être enrôlé. À Koursk, il recevait une ration quotidienne de 300 grammes de pain et une boîte de poisson en conserve pour 3 jours. Ses camarades, affaiblis par la malnutrition, s'effondraient lors des marches forcées. Il a vu un soldat, blessé par un éclat d'obus, être abattu par son propre officier pour refus de combattre. Cette cruauté reflète la mentalité du régime nord-coréen.
Chaque soldat est remplaçable, chaque mort est un sacrifice pour le leader. Pourtant, ces hommes continuent d'avancer, poussés par la peur et la propagande qui leur promet la gloire éternelle. Les tactiques ukrainiennes à Koursk sont redoutables. L'Ukraine a perfectionné l'usage des drones FPV, qui coûtent moins de 500 $ mais peuvent détruire des cibles valant des millions. Ces drones, pilotés à distance, frappent avec une précision chirurgicale. Une vidéo de mars 2025 publiée par la 225e brigade d'assaut montre un drone FPV s'écrasant sur un groupe de soldats nord-coréens. L'explosion disperse l'unité et un second drone élimine les survivants. Les snipers ukrainiens, embusqués dans les ruines, ciblent les officiers pour semer le chaos. Une anecdote circule parmi les brigades. Un sniper surnommé Ombre aurait abattu 3 officiers nord-coréens en une journée à plus de 800 mètres, paralysant leur chaîne de commandement. L'artillerie ukrainienne, guidée par des satellites, ajuste ses tirs en temps réel, transformant les assauts nord-coréens en désastre. En février 2025, un barrage d'artillerie a détruit une unité nord-coréenne près d'un village de Koursk, tuant 40 hommes en quelques minutes. Malgré ses pertes, Kim ne recule pas. En avril 2025, il envoie 3000 soldats supplémentaires, portant le total à près de 14 000. Il ordonne la construction d'un monument à Pyongyang pour les héros de Koursk. Une statue massive pour glorifier leur sacrifice. Pourquoi persister dans cette boucherie? Parce que pour Kim, Koursk est un investissement stratégique. Il ne voit pas les morts comme une perte, mais comme un moyen d'atteindre ses objectifs. Et ces objectifs sont immenses. Le premier gain est financier. Depuis 2022, la Corée du Nord a livré à la Russie 15 800 conteneurs de munitions, des millions d'obus d'artillerie, des milliers de roquettes et 140 missiles balistiques KN-23. En décembre 2024, l'un de ces missiles a frappé un marché à Kiev, tuant 17 civils et blessant 60 autres. Chaque cargaison rapporte des milliards de dollars à Pyongyang. Les estimations parlent de 20 à 25 milliards depuis le début de la guerre, une somme colossale pour un pays dont l'économie stagne à 30 milliards par an. Cet argent ne va pas aux Nord-Coréens ordinaires qui luttent pour survivre. Il finance les programmes de missiles de Kim, ses bunkers souterrains, ses ambitions de grandeur. En mars 2025, des rapports ont révélé que Pyongyang utilisait ces fonds pour moderniser ses usines d'armement, augmentant la production de missiles KN-23 et d'obus de 152 mm. Une usine près de Hamhung, autrefois à l'arrêt, tourne désormais à plein régime, produisant 10 000 obus par mois. Mais l'argent n'est qu'un début. Ce que Kim veut vraiment, c'est la technologie. La Russie, acculée par les sanctions et les pertes en Ukraine, partage des secrets militaires avec Pyongyang. Des rapports sud-coréens de mars 2025 indiquent que Moscou transmet des connaissances sur les missiles balistiques intercontinentaux, les systèmes de guidage et peut-être les ogives nucléaires. Un missile KN-23, utilisé en Ukraine, peut atteindre 450 km avec une charge de 500 kg. Avec la technologie russe, Kim pourrait développer des missiles capables de frapper Tokyo, Guam ou même la côte ouest des États-Unis. En février 2025, des ingénieurs nord-coréens ont été repérés dans des usines russes près de Vladivostok, étudiant des systèmes de propulsion avancés. Un rapport de l'ONU, publié en mars 2025, a confirmé que des techniciens nord-coréens collaboraient avec des experts russes sur des moteurs de fusée à propergol solide, une technologie qui rendrait leurs missiles plus difficiles à intercepter. Si Kim obtient ces avancées, la Corée du Nord deviendra une menace mondiale. Un autre gain crucial est l'expérience. L'armée nord-coréenne, avec 1,3 million de conscrits, n'a pas combattu depuis la guerre de Corée, il y a plus de 70 ans. Ces entraînements sont des spectacles, des parades pour impressionner Kim. À Koursk, ces soldats apprennent la guerre moderne. Comment éviter les drones, survivre aux bombardements, naviguer dans des champs de mines. Un officier nord-coréen capturé en janvier 2025 a décrit comment son unité au début tirait en l'air pour repousser les drones, gaspillant ses munitions. Après quelques semaines, ils ont appris à creuser des tranchées, à utiliser des brouilleurs électroniques et à se coordonner sous le feu. Cette expérience, ramenée à Pyongyang, pourrait transformer l'armée nord-coréenne en une force capable de menacer la Corée du Sud, le Japon ou même des bases américaines comme Guam. Les relations entre la Russie et la Corée du Nord ont une longue histoire. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique était le principal soutien de Pyongyang, fournissant des chars, des avions et une protection contre les sanctions internationales. En 1950, lors de la guerre de Corée, l'URSS a armé la Corée du Nord pour envahir le Sud, déclenchant un conflit qui a tué des millions de personnes. Après l'effondrement de l'URSS en 1991, ces liens se sont affaiblis, mais ils n'ont jamais disparu. Dans les années 1990, la Russie, en quête de devises,
a vendu des armes légères à Pyongyang, souvent en échange de ressources comme le charbon. Dans les années 2000, elle a fourni des missiles anti-aériens et des systèmes radars renforçant les défenses nord-coréennes. Quand la guerre en Ukraine a éclaté en 2022, ces liens se sont resserrés. En 2023, des cargos nord-coréens ont livré des obus à Vladivostok, marquant le début d'un partenariat qui a culminé avec l'envoi de troupes à Koursk. Ce n'est pas juste une question d'armes, c'est une vision partagée. Un monde où les autocrates défient l'Occident, où la force brute l'emporte sur la démocratie. L'alliance Russie-Corée du Nord, scellée par un traité de défense mutuelle en juin 2024, est au cœur de cette stratégie. Ce traité, signé lors d'un sommet à Pyongyang, engage les deux pays à se soutenir militairement en cas d'attaque. Pour Poutine, c'était une bouée de sauvetage. Après 3 ans de guerre, la Russie est à court d'hommes et de matériel. Ses usines tournent à plein régime. Mais les sanctions occidentales limitent ses ressources. Ses soldats, démoralisés, désertent ou se rendent en masse. À Pokrovsk, un assaut russe, le 17 avril 2025, a vu 200 soldats tués, 100 motos détruites et des dizaines de blindés réduits en cendres par la 14e brigade ukrainienne. Poutine avait besoin d'un allié prêt à payer le prix du sang. Kim, avec son armée massive et son mépris pour les pertes humaines, était le partenaire idéal. Pour Kim, ce traité est une opportunité unique. La Corée du Nord, isolée par des sanctions internationales, a trouvé en la Russie un client prêt à payer cher pour ses armes et ses hommes. Mais Kim ne se contente pas d'argent, il veut du pouvoir. En envoyant ses soldats à Koursk, il montre au monde que la Corée du Nord n'est pas un paria, mais un acteur qui compte. Il défie l'Occident, les États-Unis et surtout la Corée du Sud. À Séoul, le président Yoon Suk-yeol est furieux. En mars 2025, il a rencontré des envoyés ukrainiens pour discuter de l'envoi d'armes. Des drones, des missiles Hyunmoo, peut-être des chars K2 parmi les plus avancés au monde. Si cela arrive, ce sera un tournant. Des armes sud-coréennes en Ukraine pourraient provoquer Pyongyang, risquant un conflit dans la péninsule coréenne. La zone démilitarisée, qui sépare les deux Corées, est une poudrière. Un incident, un tir mal calculé, et l'Asie pourrait s'embraser. L'Ukraine, elle, exploite chaque faiblesse des Nord-Coréens. En janvier 2025, 2 prisonniers nord-coréens sont capturés à Koursk, un coup médiatique pour Kyiv. Lors d'un interrogatoire diffusé à la télévision, l'un d'eux, un sergent de 24 ans, raconte sa peur. Il dit que ses officiers leur ordonnaient de charger les lignes ukrainiennes, même sans armes lourdes, pour distraire les drones. Il parle de rations insuffisantes, de nuits sans sommeil et de la terreur d'être capturé. Ces images, brutales, humaines, ont un effet dévastateur. Elles montrent au monde que l'alliance Russie-Corée du Nord n'est pas invincible. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, va plus loin. Il qualifie cette alliance de première étape vers une guerre mondiale. Ce n'est pas une exagération. Si la Russie peut recruter des troupes nord-coréennes, qu'est-ce qui l'empêche de faire appel à d'autres alliés? L'Iran, qui fournit déjà des drones Shahed, pourrait envoyer des conseillers. La Chine, jusque-là discrète, pourrait être tentée de jouer un rôle indirect. Le conflit s'étend et ses frontières s'effacent. Les tactiques ukrainiennes à Koursk sont un mélange de précision et de brutalité. Les drones FPV, fabriqués localement, coûtent peu mais infligeant des dégâts énormes. Une vidéo de février 2025 montre un drone s'écrasant sur un groupe de soldats nord-coréens près d'un village. L'explosion tue 6 hommes et les survivants s'éparpillent, seulement pour être ciblés par un second drone. Les snipers ukrainiens, équipés de fusils à longue portée, éliminent les officiers pour désorganiser les unités. Une histoire circule parmi les brigades. Un opérateur de drone, surnommé Fantôme, aurait détruit 17 cibles nord-coréennes en une semaine, dont un officier supérieur. L'artillerie ukrainienne, guidée par des satellites occidentaux, frappe avec une précision terrifiante. En mars 2025, un barrage d'artillerie a détruit une unité nord-coréenne près d'une ferme, tuant 40 hommes en quelques minutes. Ces pertes, combinées à la désorganisation des Nord-Coréens, montrent que l'Ukraine reste une force redoutable. Mais l'Ukraine est épuisée. Après 3 ans de guerre, ces soldats, souvent des volontaires, combattent avec une détermination qui force l'admiration, mais leurs ressources s'amenuisent. À Pokrovsk, ils ont libéré 15 km² en avril 2025, repoussant des assauts massifs. À Koursk, ils infligent des pertes lourdes aux Nord-Coréens, mais chaque jour est une lutte. Les missiles KN-23 fournis par Pyongyang compliquent la défense. En janvier 2025, un missile a frappé une école à Kharkiv, tuant 12 civils. Ces attaques, combinées à la présence de soldats nord-coréens, prolongent la guerre et testent la résilience ukrainienne. L'arrivée des Nord-Coréens a des répercussions bien au-delà de Koursk. À Séoul, la Corée du Sud est en alerte. L'idée que des missiles nord-coréens frappent Kyiv est inacceptable. Le Japon, lui aussi, est inquiet. Tokyo a porté des missiles nord-coréens, craint que Kim, dopé par les technologies russes, ne devienne plus agressif.
En avril 2025, le Premier ministre japonais a appelé à renforcer les défenses d'antimissiles, citant explicitement la menace nord-coréenne. Le Japon, qui héberge 54 000 soldats américains, pourrait devenir une cible si Kim décide de tester ses nouvelles capacités. Cette peur n'est pas théorique. En 2017, la Corée du Nord a tiré un missile au-dessus de l'île d'Hokkaido, provoquant une panique nationale. Avec des technologies russes, ces provocations pourraient devenir plus fréquentes et plus dangereuses. L'OTAN observe avec inquiétude. En janvier 2025, l'Alliance a créé Baltic Sentry, une force de 10 000 hommes prête à se déployer en 48 heures si la Russie attaque les pays baltes. L'Estonie, à Narva, construit 600 bunkers et entraîne des milices civiles. Narva, à 150 mètres de la frontière russe, est une cible idéale pour Poutine. Sa population russophone pourrait être utilisée comme prétexte pour une intervention, comme en Crimée en 2014. S'il gagne à Koursk, Poutine pourrait tester l'OTAN ailleurs. Une provocation à Narva déclencherait l'article 5, entraînant l'Europe et les États-Unis dans une guerre directe. La Corée du Nord, en soutenant la Russie, serait complice de cette escalade. Les États-Unis sont dans une position complexe. Pendant des années, ils ont fourni à l'Ukraine des missiles Javelin, des HIMARS, des chars Abrams. Mais en 2025, l'administration Trump a réduit l'aide, laissant l'Europe prendre le relais. Le Royaume-Uni a promis 5000 missiles Martlet efficaces contre les drones russes. Mais face à l'alliance Russie-Corée du Nord, l'Europe ne suffit pas. Si Kim obtient des technologies nucléaires russes, les États-Unis devront réagir, peut-être en déployant des navires dans la mer du Japon ou des bombardiers à Guam. Une Corée du Nord plus puissante est un cauchemar pour Washington, qui maintient 28 500 soldats en Corée du Sud et 54 000 au Japon. L'ONU, elle, est divisée. En mars 2025, une résolution condamnant l'implication nord-coréenne en Ukraine a été bloquée par un veto russe et chinois. Pékin, bien que prudent, voit dans cette alliance une opportunité de détourner l'attention de l'Occident de ses propres ambitions en mer de Chine méridionale. L'Iran, fournisseur de drones Shahed à la Russie, observe avec intérêt. En avril 2025, des rumeurs ont circulé sur la présence de conseillers iraniens à Koursk, entraînant des Nord-Coréens à utiliser des drones kamikazes. Si ces rumeurs se confirment, l'alliance Russie-Corée du Nord-Iran pourrait devenir une coalition autoritaire, défiant l'Occident sur plusieurs fronts. Cette alliance n'est pas qu'une question militaire, c'est une menace pour l'ordre mondial. Si Poutine et Kim réussissent à Koursk, ils prouveront que les autocrates peuvent défier l'Occident. Poutine pourrait regarder vers Narva, la Moldavie ou d'autres frontières. Kim, avec des missiles plus puissants, menacerait Séoul, Tokyo et au-delà. Mais il y a une autre possibilité. L'Ukraine continue de résister. À Pokrovsk, elle a repoussé des assauts massifs. À Koursk, elle inflige des pertes lourdes aux Nord-Coréens. L'Europe, menée par le Royaume-Uni, intensifie son soutien. La Corée du Sud pourrait armer Kyiv. Et les États-Unis, malgré leurs hésitations, savent qu'une Corée du Nord nucléarisée est inacceptable. Koursk est un tournant. Chaque soldat nord-coréen tué, chaque drone ukrainien abattu, chaque missile KN-23 tiré redessine l'avenir. La Russie et la Corée du Nord parient sur la fatigue de l'Occident. L'Ukraine, l'Europe et leurs alliés parient sur la résilience. Qui l'emportera? Ce n'est pas encore écrit. Mais une chose est sûre, ce qui se passe à Koursk concerne tout le monde. Ce n'est pas juste une guerre, c'est un test pour l'avenir, un moment où l'histoire peut basculer. Est-ce que l'alliance Russie-Corée du Nord changera la guerre en Ukraine? Est-ce que l'Occident agira avant que Kim ne devienne trop puissant? Ou est-ce que l'Ukraine, contre toute attente, tiendra bon? Laissez vos idées dans les commentaires, partagez cette histoire et restez connectés pour plus de récits qui décryptent les événements qui secouent le monde.